Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Et l'on va parler d'un film qui sera mercredi prochain sur les écrans, Les Misérables, un film qui nous plonge dans le quotidien de 3 agents de la brigade anticriminalité de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, avec une bavure policière qui fait tout basculer. Nous recevons Lajdi, le réalisateur du film, bonjour, et à côté de vous, Giordano Gederlini, le scénariste, bonjour. Bonjour. Également avec, tout d'abord, une question. On présente ce film comme étant un film qui vient près de 25 ans après La haine de Mathieu Kassovitz. Est-ce que c'est une comparaison que vous reprenez, Lajdi ? Oui, c'est une comparaison qui me va. C'est vrai que La haine, à l'époque, était un film qui nous a beaucoup inspiré avec ce collectif Courtrage-Mai. Ces films parlaient de banlieue, ce film parlait de violences policières, parlait d'une bavure surtout. Et 25 ans après, avec Les Misérables, on est toujours à traiter les mêmes sujets. Donc oui, il y a un lien et il se trouve que les choses n'évoluent pas plus que ça depuis 25 ans. C'est un film que vous abritez depuis longtemps. Vous avez fait un court-métrage qui avait en partie le même thème. On va écouter un extrait de ce court-métrage qui va permettre d'évoquer tout d'abord le titre, Les Misérables. Pourquoi Les Misérables ? Pourquoi Hugo ? On écoute un extrait de ce court-métrage, Lajdi. Bon, là, t'es à Montfermeil, les Bosquets, tu vois. Il y a quelques années, on pouvait pas tourner ici, on rentrait pas. Impossible. Bon, sinon, pour le petit moment info culture, Victor Hugo a écrit Les Misérables ici, là. Tu vois ? C'est là, Les Misérables. Ouais. Thénardier, tout le truc, c'était ici, là. La légende dit que Gavroche a traîné au Bosquet. Bon, faut lui trouver un petit nom, non ? Ça fait 2 jours qu'il est là. Moi, j'avais pensé à Pif ou à Nif. Je suis pas fan. Pento ? Pento, c'est bien, non ? Ouais, Pento, ça Pento marche bien. Un extrait du court-métrage dont est inspiré en quelque sorte ce long-métrage. On ne va pas jouer au jeu des différences et des ressemblances. Lajdi, pourquoi Les Misérables ? Pourquoi Les Misérables ? Parce que c'est un film qui parle avant tout de la misère sociale. Et en même temps, on a voulu faire un clin d'œil au roman de Victor Hugo, sachant que l'histoire se déroule... L'histoire de mon film s'est déroulée à Montfermeil. Il se trouve que le roman de Victor Hugo a été en partie écrit à Montfermeil. Aujourd'hui encore, on a la maison des Thénardier, la fontaine Jean Valjean, toujours sur place dans cette ville. Donc depuis gamin, on a eu un lien, un rapport assez fort avec ce roman. Et pour moi, ça faisait sens de se dire qu'un siècle plus tard, la misère était toujours présente sur ce même territoire à Montfermeil. Voilà, avant tout un clin d'œil au roman de Victor Hugo. La différence, c'est que, alors, par exemple, Jean Valjean rencontre Cosette à Montfermeil dans Les Misérables, mais là, il n'y a pas beaucoup de Jean Valjean dans votre film. Après, quand je dis ça reste un clin d'œil, c'est pas du tout une inspiration, enfin, c'est pas, comment dire, Une adaptation du roman. Ça reste un clin d'œil. Après, on raconte une histoire qui est différente du roman. Pardon, il y a un seul personnage, d'une certaine façon, on va retrouver dans le roman d'Hugo et ici dans le film de Lajdi. C'est l'enfant, dans le film, ça s'appelle Issa. Et évidemment, c'est une interprétation contemporaine de Gavroche. Et on va le retrouver tout au long du film dans quelques attitudes qui sont celles qu'il avait dans le roman. En tout cas, c'est le seul personnage qui nous sert de lien. C'est peut-être à un moment un seul dialogue qui fait clairement référence au roman d'Hugo. Et puis cette insurrection... Quand il est tombé par terre. Exactement. Ouais. Et puis toute cette insurrection qui clôt en partie le roman d'Hugo qu'on va... Voilà, on va emprunter. Mais sinon, évidemment, c'est pas une adaptation des Misérables de Victor Hugo. Alors, si l'on veut résumer à gros traits l'histoire de cet enfant, qui est une sorte de Gavroche moderne, là aussi, évidemment, il ne s'agit pas d'une adaptation du Gavroche, mais en tout cas, on voit un enfant qui fait de menus larcins, il vole des poules, et puis, à un moment, il va lui arriver une histoire pas drôle, même si au début, on peut la croire comique. Il vole un lionceau à un cirque, et les gitans à qui appartient ce lionceau sont très mécontents et viennent pour essayer de récupérer ce lionceau dans la cité et tentent
également de menacer les gens qui y habitent. Et c'est à partir de ce moment-là que ce film bascule. C'est une histoire vraie, Lajli? Oui, après, tout est inspiré de faits réels. Moi, je pars du principe que le cinéma que j'ai envie de faire, j'ai envie de raconter des vraies histoires, j'ai envie de raconter mes histoires personnelles. Et il se trouve que ce film, c'est avant tout un témoignage que j'ai voulu apporter des quartiers, parce que souvent on parle de ces quartiers, on parle des cités, mais malheureusement très peu de gens connaissent cet univers de l'intérieur. On entend souvent parler de ces quartiers à travers nos médias, à travers les politiques, mais il se trouve qu'il y a un fossé énorme entre ce qu'ils nous racontent et la réalité du terrain. Donc pour moi, c'était important d'apporter ce témoignage en étant le plus juste, sans prendre parti, sans porter de jugement sur mes personnages. Et pour moi, c'était important de le faire. Donc le lion, il a réellement été... Et donc oui, le lion a réellement été volé à l'époque, dans les années 98, dans un cirque. Et il se trouve, à partir de ce petit fait divers, ça engendre des conséquences énormes. Et ce que ça raconte, enfin la séquence du film, voilà, c'est ce petit gamin qui... Il se trouve qu'il part pas en vacances, il se retrouve livré à lui-même tout un été. Et il décide de faire cette connerie en allant piquer ce petit lionceau. Et oui, parce que le film se déroule l'été, il fait très chaud et les enfants organisent leur club med. Exactement, ils ont organisé leur petit camp de vacances dans la cité. Après, il se trouve que la plupart de ces gamins, malheureusement, ne partent pas en vacances, et donc ils s'organisent au mieux pour essayer de passer un été sympathique. Donc ils ont créé leur petit club de vacances en plein milieu de la cité, en installant une piscine gonflable, des sièges, une PlayStation. Et c'est aussi leur petit moment, enfin c'est leur moyen de passer en tout cas de vacances sympas. Je crois que le scénario sert surtout de prétexte à cette immersion dans des quartiers populaires qu'on n'a pas l'habitude de visiter, si ce n'est par le filtre de reportages un peu sensationnels sur des interventions de la police. Et ici, c'était l'envie de rentrer dans ce quartier dans lequel il y a beaucoup de tensions. Ça, c'est quelque chose qui est mis en scène du début jusqu'à la fin, mais avec un regard un peu différent qui est celui des enfants, puisqu'on démarre le film avec eux, on finit le film avec eux. Gavroche qui est un peu Issa, donc le leader, on va dire, de ce petit groupe. Mais ce sont des gens livrés à eux-mêmes. C'est un petit groupe qui a subi constamment la pression des adultes. Et c'est là, en tout cas, où est le sujet du film. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a tout le temps sur le dos quand c'est pas l'un, c'est l'autre, qui leur mettent une pression épouvantable et qui, à un moment donné, voilà, cette bulle explose. C'était une enfance heureuse, Lajli? Ah oui, moi j'ai grandi à Montfermeil, mais c'est vrai que j'en garde des bons souvenirs, très clairement, des très bons souvenirs même, donc enfance très heureuse. Après, j'explique souvent que nous à l'époque, enfin moi j'ai jamais vraiment passé un été à la cité, enfin j'ai toujours été en vacances, j'ai toujours été au centre de loisirs, il y a toujours eu des sorties culturelles, on allait au musée, enfin il se passait énormément de choses. Et là j'ai l'impression avec cette nouvelle génération, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Parce que dans votre film, qu'est-ce qui a changé, ils vont clairement, pas au musée. Les structures déjà pour les accueillir. J'ai le souvenir qu'on avait pas mal de structures, pas mal de centres de loisirs pour nous accueillir. Et aujourd'hui, toutes ces structures n'existaient plus. Enfin, les associations, les trois quarts des budgets ont été sucrés. Enfin, au niveau culturel, il n'y a plus du tout de moyens. Donc ces enfants se retrouvent de plus en plus jeunes, livrés à eux-mêmes. Et c'est ce qu'on découvre dans le film. C'est une bande de gamins qui ont entre 10 et 15 ans et qui se retrouvent livrés dans la cité. Giordano Gederlini, vous qui êtes scénariste du film. Oui, moi on remarquait avec l'âge que dès qu'il y a des suppressions financières, c'est tout de suite sur les associations qui ont un travail de terrain assez dense. Et ce sont les premiers budgets qui sautent dès qu'il y a on va dire même des tensions avec des changements de maire. Enfin, c'est tout le temps ce qui arrive. C'est toutes ces associations qui sont au contact des jeunes, qui ont permis à l'âge gamin d'aller à Paris, dans des musées, parce que quitter Montfermeil pour aller jusqu'à Paris, c'est quasiment une expédition d'1 heure, 1h30 à l'époque. Et dès qu'on a ce milieu associatif qui s'appauvrit, qui disparaît, les quartiers sont de plus en plus livrés à eux-mêmes, et là, ça devient plus difficile, en fait, pour la suite. Alors, ce que j'ai dit en teasant, en annonçant votre venue sur ce film, c'est que ça n'est pas un film caricatural. Il y a notamment un personnage qui s'intitule ironiquement le maire. Je crois que d'ailleurs il s'appelle vraiment le maire. Et ce monsieur qui n'est pas un élu est une sorte de
voyou qui tient la cité et il négocie avec le vrai maire, ou en tout cas, on imagine qu'il obtient des subventions pour... Oui, après souvent, c'est vrai que ce genre de personnage existe souvent dans ces quartiers. Après, voyou, oui, peut-être, un peu crapuleux, mais pas trop. Moi, c'était important de ne pas porter de jugement sur mes personnages. Ce maire, il travaille aussi pour la mairie, il est là quelque part aussi pour acheter la paix sociale. Quand il y a un problème, il intervient. Enfin, oui, c'est un personnage qui existe et... Bon, après, il est un peu sulfureux. C'est un peu sulfureux, mais... Giordano Gederlini. C'est aussi le thème de cette paix sociale si fragile dans ces quartiers. Et donc, il y a des gens comme ça, dont c'est le métier d'essayer d'éviter que le feu prenne trop vite. Ce que dit là sur ces personnages, c'est il a quand même toujours de la tendresse pour tous les personnages, même les plus désagréables, on va dire, du film. Et c'est un trait commun, je crois, avec le travail de Victor Hugo sur Les Misérables. Il y a beaucoup d'humanité, énormément d'humanité avec tous ces personnages. Même les Thénardier, il finit par les sauver. Enfin, les Thénardier qui sont les parents d'ailleurs de Gavroche, qui sont un personnage épouvantable. Mais même eux ont de l'humanité. Même eux ont une chance à un moment donné, vers la fin du roman, de se rattraper, de se racheter. C'est le cas de Jabert aussi, le policier. Et c'est pour ça que le film se termine de cette façon-là. C'est-à-dire que on peut tenter, on peut être différent, on peut faire une action inattendue. Et c'est cette main tendue, en tout cas, ces 3 petits points de suspension sur lesquels se termine le film, qui sont assez importants, en tout cas, dans ce regard qu'on peut avoir sur nos personnages. Oui, puisque le film laisse une conclusion en suspens, mais on pourrait retourner également ce que vous venez de dire, Giordano Gederlini, tout simplement parce que dans ce film, dans votre film, Lajli Les Misérables, il y a aussi un contexte, des conditions qui rendent les gens mauvais. Et donc on suit ces 3 policiers de la BAC et on suit une bavure. Et cette bavure, elle n'est pas commise par le policier qui incarne dans le trio le flic raciste, un peu beauf. Preuve qu'il peut y avoir une tragédie, y compris pour quelqu'un qui, a priori, est plutôt un type bien. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était important, quand je dis, de ne pas porter de jugement sur tous ces personnages. Et quand j'ai dit mon film, c'est avant tout un cri d'alarme que j'adresse aux politiques, parce que j'estime qu'ils sont quand même les premiers responsables de tout ce qui se passe, enfin, de ce qui se passe dans ces quartiers. Ils ont laissé quand même la situation pourrir depuis plus de 30 ans. Et j'explique souvent que... Voilà, quand il y a un quartier qui est laissé à l'abandon, forcément, les gens s'organisent au mieux pour pas ça dégénère. Et le but de chaque clan, dans le film en tout cas, c'est pas que ça dégénère. Donc c'est des compromis, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'arrangements entre les habitants, les policiers. On essaie de trouver une solution pour pas que ça parte en vrille. Pour être un peu plus précis sur ce personnage-là qui s'appelle Guada, qui est joué par Djibril Zanga. C'est quoi? C'est le policier fragile, c'est le policier qui, depuis des années, essaye d'être dur, essaye d'être impliqué de façon peut-être... c'est quelqu'un qui est en train de s'abîmer avec le temps. Et c'est le personnage qui va flancher. C'est le personnage qui a un physique assez impressionnant. On a l'impression que c'est un roc. Et à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est plus fragile, qui subit aussi une pression au quotidien. Parce que tourner dans ces quartiers pour soit la BAC ou d'autres policiers, c'est quand même éprouvant. Et nous, les discussions qu'on avait eues avec des policiers, notamment des policiers de la BAC, ils nous disaient mais nous, on a peur, quoi. On y va tous les jours, la boule au ventre, c'est stressant. Et c'est ce personnage-là sur lequel on a mis ce poids, sur lequel on voulait que ça soit celui finalement avec lequel on peut avoir de la sympathie. Et c'est lui qui va flancher, c'est lui qui va avoir du mal à rester debout dans cette histoire. Lajli, ces 3 policiers ressemblent aux policiers que vous avez vus quand vous avez grandi à Montfermeil. Oui, je ressemble un peu. Après, moi, je pars du principe que le scénario, tout est inspiré de faits réels, donc j'essaie de m'inspirer au plus près de la réalité. Et il se trouve que oui, ce personnage Cochon Rose, c'est bien un policier. Cochon Rose, c'est ce policier qui dans le trio et donc je l'ai dit, raciste. Oui, donc oui, bien sûr. Après, il y a eu tout un travail en amont qui a été fait. On a rencontré pas mal de policiers avec qui on a beaucoup échangé en écrivant le scénario. Donc il y a eu un vrai travail d'immersion, même avec ces policiers. Ils étaient d'accord avec le scénario ?
Oui, la plupart, enfin, ils l'ont validé. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de policiers qui ont vu le film, clairement. Parce que ce qui est intéressant dans La Bavure, il y a une scène où ces policiers sont 3, ils sont face à un groupe de jeunes, et puis l'un des 3 perd son sang-froid et sans raison va tirer au flashball sur un gamin, ce gamin qui a volé le lionceau. Et donc c'est ça en fait La Bavure. Oui, ça part de là. L'élément déclencheur, c'est cette fameuse bavure. Je m'inspire aussi d'un fait réel et je trouve que... Une bavure que vous avez filmée il y a 10 ans. J'ai filmé à 11 ans peut-être, oui, j'ai filmé une bavure. Comme j'ai fait du cop watch pendant longtemps, ça consistait à filmer. Cop watch, c'est-à-dire que ça consiste à filmer les policiers quand ils intervenaient dans le quartier. Donc j'ai fait ça plusieurs années jusqu'au jour où j'ai filmé cette bavure. C'est comme ça que vous êtes devenu cinéaste en filmant les policiers. C'était le point de départ en tout cas de mon film. Quand je me suis rendu compte de la force et de l'impact des images, je me suis dit ok, il y a un sujet à faire, il faut que je raconte cette histoire. Et il se trouve que oui, la bavure, j'ai diffusé la vidéo sur internet, il y a une enquête de l'IGS, des policiers suspendus. C'était une première en France, le fait que des policiers soient suspendus. Donc je me suis dit, à partir de là, j'avais envie de raconter cette histoire. Oui, je vais quand même redire que c'est une fiction. C'est-à-dire que Ladjli, lui, vient du documentaire, il a énormément tourné, c'est quelqu'un qui a vécu caméra au point pendant des années, mais nous on assume quand même le fait que c'est une fiction, on emprunte des personnages, il y a une densité qui est particulière, on ne dit pas tous les policiers de la BAC travaillent de cette façon-là. Pour être honnête, ce sont des policiers plutôt des années 2000, des policiers que tu as aussi beaucoup connus autour de 2005-2010. Je pense que le profil est en train de changer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé depuis ? Ils se rendent compte que d'avoir un rapport de force permanent, verbal, agressif, ça ne sert pas, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, au contraire. Enfin, nous, à l'époque, on a eu, étant plus jeune, on a eu la police de proximité, avec qui il y avait un vrai échange, avec qui il y avait un dialogue, avec qui on pouvait communiquer. Vous jouiez au foot avec ? Voilà, on jouait même au foot avec, clairement. On reprochait. Il se trouve même qu'à l'époque, à Montfermeil, il y avait un centre de loisirs qui était tenu par des policiers pendant plus de 10 ans. Donc nous, les animateurs de centre de loisirs étaient des policiers. Donc depuis gamin, on a un rapport très simple avec ces policiers, avec qui on s'est toujours entendu, avec qui on a toujours pu discuter. Et il se trouve que depuis que cette police de proximité a disparu sous Sarkozy, il n'y a plus du tout de dialogue. Ça a été que des rapports de force. Beaucoup de rapports de force. Et au bout de 10 ans, ils se sont rendus compte que ce n'était pas la solution. Donc là, ça change. Je ne dis pas que tout est cool, tout est OK. Il y a un début de changement. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de jeunes ici des quartiers, issus de la diversité qui s'engagent aussi dans la police. Donc la police change aussi. Et ce que je dis, j'encourage tous ces jeunes Français issus de la diversité à s'engager dans la police. Il y a encore quelques années, c'était un peu honteux d'être dans la police. Mais aujourd'hui, moi, je dis qu'on a besoin de cette génération pour qu'ils s'engagent dans la police, pour changer aussi l'image de notre très chère police. Oui, parce que, et de notre cher pays aussi, puisqu'il faut dire que ce film est un film patriote qui commence avec la victoire de la France. Oui, la victoire de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 2018. Et oui, c'est la séquence d'ouverture. On a des gamins qui quittent la cité pour aller supporter l'équipe de France. Et quand l'équipe de France remporte la victoire, ils fêtent la victoire avec tout le peuple français sur l'Arc de Triomphe. Donc c'est un film qui est patriote, qui parle de cette France, de cette nouvelle France multiculturelle. Et c'est important de le rappeler. Et il se trouve, on a ces mêmes gamins à la fin du film qui s'en prennent à un symbole de l'État, mais qui ne s'en prennent pas qu'à un symbole de l'État, mais qui s'en prennent aussi à toute forme d'autorité. Qui font un guet-apens à ces 3 policiers de la BAC. Et pas que, mais aussi au maire, aussi à toute forme d'autorité. Alors le maire qui est le faux maire, en fait, il s'appelle le maire dans le film, mais en réalité, moi j'ai dit que c'était un voyou, vous dites que c'est une petite crapule. En tout cas, c'est quelqu'un qui, a priori, ne mérite pas d'être... rémunéré comme un animateur social. Giordano Gederlini, c'est une fiction avec un point de vue réaliste sur ce qui se passe en banlieue. Oui, Ladjli a une légitimité incroyable. Toutes les scènes sont tournées au bout de sa rue. Enfin, le film est son identité. Maintenant, c'est ce qu'on disait. Nous, on assume aussi cette part de fiction. L'histoire, c'est sur 24 heures. Il y a une densité qui est très particulière. On a beaucoup de thèmes.
et on les évoque constamment, les bavures policières, mais c'est un grand film d'abord de mise en scène, un film d'acteur, un film d'image qui est assez spectaculaire. Et un très bon film aussi, pour le dire en peu de mots, mais pour dire aussi un sentiment partagé par l'équipe quand on a vu ce film hier. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h21, le théâtre est une tribune, le théâtre est une chaire, le théâtre parle fort et parle haut. C'est en ces termes que Victor Hugo parlait de cet art de la scène. Et ça, le réalisateur Lajli l'a bien compris à l'occasion de la sortie en salle ce mercredi du film Les Misérables, récompensé du prix du jury au dernier festival de Cannes. Nous sommes en compagnie de Lajli, réalisateur donc des Misérables, et Giordano Gederlini, son scénariste. Pour vous, Lajli, est-ce qu'il existe un genre comme le film de banlieue ? Je ne sais pas trop moi ce que ça veut dire film de banlieue. Moi j'ai avant tout voulu faire un film de cinéma, certes ça parle de la banlieue, c'est tourné en banlieue, mais j'estime que c'est avant tout un film universel. Donc le terme film de banlieue, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que t'en penses, Giordano ? Oui, je crois qu'il y a une espèce de genre comme ça, un film de banlieue. Et c'est sans doute ce qu'on a essayé d'éviter, puisque tu voulais absolument pas qu'il y ait de ces clichés qu'on va retrouver avec les pitbulls, la drogue, les flingues, Pas de rap non plus. Oui, pas de rap non plus, même si on vient aussi du mouvement hip-hop, mais en tout cas, il y a la volonté de sortir de tous ces gros clichés, des bagarres entre bandes. C'est pour ça que depuis le début, on est en train de parler d'une histoire assez anodine, assez mignonne, tu disais à une époque. Ça, c'est juste un gamin qui vole. L'histoire, pour la rappeler, c'est vous suivez dans ce film une équipe de 3 policiers de la BAC. Ces policiers de la BAC ont des caractères différents. Il y a un flic raciste, un autre qui est plutôt sympathique, et puis un nouveau venu. Et l'histoire de ces 3 policiers bascule parce que à un moment, il y a un lionceau qui est dérobé à un cirque de gitans. C'est ça, c'est un prétexte assez futile, mais dont les conséquences vont être épouvantables. Donc tout ce qui est go-fast, drogue, il n'y a pas de ça. Oui, c'était important d'éviter tous ces clichés. Enfin, souvent, quand il y a des films qui parlent de banlieue, malheureusement, on est souvent dans le cliché, parce qu'il se trouve que souvent, ce sont des personnes qui ne connaissent pas spécialement ces quartiers qui en parlent. D'où l'idée, moi, de faire ce film et de parler de mon territoire, de parler de ce que je connais. Et peut-être qu'on peut dire un mot sur l'école aussi qu'on a montée, l'école. Puisque vous avez monté une école de cinéma, présentez-nous là. C'est exactement ça. Donc on a créé une école de cinéma qui s'appelle l'école Courtrajmé, ça va faire plus d'1 an. L'idée, c'est de former cette nouvelle génération au métier du cinéma, parce que j'estime que c'est un milieu qui est très fermé. Les écoles de cinéma sont difficiles d'accès, voire très chères. Donc, nous, on a créé cette école qui est gratuite, sans condition de diplôme, et ouverte à tous. Donc, on propose des formations au scénario, à la réalisation, à la post-production. Comment ça marche ? Ça marche, on lance l'appel à candidature, tout le monde peut postuler. Clairement, l'année dernière, pour 30 places, on a eu 1600 candidatures. Donc sur 1600, on en a sélectionné une trentaine. Et pendant 1 an, on les forme au scénario, à la réalisation, à la post-production. Et au bout d'1 an, on produit les films des élèves. Donc on a déjà produit 5 films. Et sur les 5 films, on développe déjà 2 longs métrages. Donc c'est concret, en 9 mois ce qu'on a fait. Là, on vient de lancer la 2e promotion. D'ailleurs, on lance une nouvelle session art et image avec l'artiste JR. Donc l'appel à candidature est ouvert. Pour tous ceux que ça intéresse, ils peuvent s'inscrire sur le site artimage.écolecourtrajmé.com. C'est jusqu'au 30 novembre. Oui, c'est ce que je voulais préciser, c'est que l'école est réellement ouverte à tous, à toute la France. C'est pas une école de cinéma estampillé banlieue, enfin c'est ouvert à tout le monde, et ça c'est totalement nouveau comme démarche. Et sans limite d'âge. Et sans limite d'âge. Mais comment vous faites du coup pour ne pas avoir finalement la même population que la population qui est d'ordinaire dans les écoles de cinéma ? Justement, après, nous, quand on reçoit toutes ces candidatures, on reçoit les candidats, et enfin, il y a des auditions qui sont faites, et on essaie de jouer la mixité, la parité. Vraiment, il y a une vraie diversité parmi tous nos élèves, et c'est important de changer aussi l'image et de donner la chance aussi à ceux qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer, parce que c'est important aujourd'hui de pouvoir raconter nos propres histoires. Mais je crois que c'est... Pardon. Giordano ? Oui, je crois que c'est ce qui est aussi à la fois original, très singulier dans le film de Lajli, c'est que il vient pas d'une école.
dès le travail d'écriture, il y a une... il sort des schémas habituels où il faudrait exposer son histoire sur les 10 premières pages, faire un développement, quel est le background des personnages. Ça, c'est des choses qui ne l'intéressent pas. Il veut tout de suite être... l'action doit révéler l'identité des personnages. Il y a une façon de construire le scénario qui est totalement originale, qu'on nous a reproché, je pense. Comment on vous l'a reproché? Expliquez-moi, moi qui ne connais pas grand-chose au cinéma. Hein. Je peux vous donner un exemple. C'est vrai que moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma. Je suis vraiment un autodidacte qui a tout appris sur le tas. Donc, et pardon, c'est ça que tu es en train de partager aujourd'hui, qui moi, exactement, je trouve fabuleux. L'idée de se dire qu'on n'est pas obligé d'entrer dans des cas. Je vais prendre un exemple. Quand on présente le scénario aux commissions, clairement, on nous a dit, moi j'avais cette volonté d'être en immersion les 40 premières minutes, voire les 50 premières minutes, où il n'y a pas vraiment encore d'action, l'élément déclencheur n'est pas arrivé. Et quand, à la lecture, dans les commissions, souvent on nous dit, écoutez, on ne comprend pas, normalement l'élément déclencheur doit arriver au bout de 5 minutes. Sauf que moi, j'avais cette volonté de me dire que l'élément déclencheur, il arrivera quand j'en aurai envie. Donc on essaye aussi quelque part de casser les codes et de faire un cinéma différent. Ouais, parce qu'en fait, alors, j'ai pas le minuteur en tête, mais disons, peut-être les 15-20 premières minutes du film. Au bout de 50 minutes, enfin, mis à part quand les gitans arrivent, et encore, c'est pas vraiment... Où les gitans arrivent pour récupérer leur lionceau, là, il y a de l'action. Il commence à avoir un petit peu d'action, mais il est toujours en immersion. Pour moi, le film démarre vraiment au bout de 50 minutes, à partir du moment où c'est le bavure et comique. Je dirais pas ça. Tu veux pas dire que le film commence au bout de 50 minutes. Parce que sinon, on va vous dire que c'est un film ennuyeux, alors que c'est tout sauf ennuyeux. Le film est extrêmement rythmé. Les 2 premières minutes où on accompagne ces enfants pour la finale de la Coupe du Monde, c'est une scène assez hallucinante. Il y a un travail... là, pour le coup, c'est une scène qui est en partie improvisée, donc t'es avec ta caméra. On me fait des grands signes. Non, je vous fais des signes parce que je vais lancer un son justement pour illustrer ce que vous venez de dire, Giordano, pour faire entendre les policiers qui font leur ronde. Et donc, on voit très bien en fait l'atmosphère du film. Il se passe des choses, mais... Oui, bien sûr, il se passe énormément de choses. Je veux dire, c'est que là, le fait générateur de la catastrophe, puisqu'en fait, c'est un film qui est construit comme une tragédie, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui va faire basculer ce film qui était une comédie en un drame, et on écoute ce qui se passe avant le drame. Bonjour monsieur. Vive la France, hein. Bon, Pento, ici on est au Bosquet, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais à l'époque on rentrait pas, c'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Il y a eu le shit, la coke et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts. Ok. Et puis t'as eu les frères Mus qui ont nettoyé le quartier. Frères musulmans? Ouais, la BAC. La BAC. Comment ça, la BAC? La brigade anti-cam. C'est comme ça qu'on les appelle ici. Par contre, on a un nouveau fléau, c'est la prostitution, tenue par les Nigérians. Ils louent des appartements à 400 €. T'as des prostituées pour 20 €, 10 €, c'est devenu normal. Tu peux te faire sucer pour 2 €. T'as 2 € sur toi? Un extrait des dialogues de ces 3 policiers qui sont donc en train de patrouiller. Les frères Muse, comme est dit dans le film, ce ne sont pas vraiment des frères musulmans, Giordano? Non, parce que les frères musulmans, c'est une congrégation assez particulière. Ici, on fait plutôt référence, et c'est plutôt ça dans les quartiers, là je pense qu'on peut le préciser. C'est plutôt un mouvement qui est ici... influencé par les frères musulmans, en fait, américains, comme Shara Khan, comme Malcolm X. On est plutôt dans cet esprit-là. Oui, après, les frères Mus, ça reste surtout une expression qui définit les religieux. Après, c'est vrai qu'on est souvent... Enfin, les gens ont tendance à penser que ce sont les frères musulmans d'Égypte, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Le frère Mus, c'est juste une expression pour définir les religieux dans mais alors, le problème, c'est qu'en fait, lorsqu'on voit cela, on se dit que finalement, les seuls gens qui ne sont pas pourris dans le film, qui ne font pas du trafic de drogue ou qui ne tiennent pas de manière mafieuse ou para-mafieuse ce quartier, ce sont les religieux. Oui, c'est vrai qu'on a cette séquence avec ces religieux, et aujourd'hui on a tendance à faire l'amalgame entre islam et terroriste, et pour moi cette séquence elle était importante parce que j'explique juste que voilà, ces religieux ils ont un vrai rôle social dans le quartier, ils sont présents. Mais alors quand vous étiez petit, vous les avez pas vus? Si, justement. Vous étiez déjà là? Oui, bien sûr. Mais la scène... Parce que
dans la scène des policiers qui font leur ronde, on dit bah avant il y avait du trafic de drogue et maintenant il y a les frères Mus qui sont venus, ils ont nettoyé. Oui. Bah déjà, à cette époque, ils étaient là. Et ce que ça raconte, c'est que dans les années 90, c'est vrai que les mosquées, c'était une des plaques tournantes de trafic de stupéfiants. Et surtout, il y a un gros ravage au niveau de l'héroïne. Et c'est vrai que ces religions ont pas mal fait du nettoyage, ont dégagé les dealers, etc. Donc, comme je dis, ils ont un rôle social qui est important depuis les années 90. Et encore aujourd'hui, ils sont présents. Après... c'est vrai, quand on les voit, on pourrait penser qu'ils sont là à inciter les jeunes à aller faire le djihad ou quoi que ce soit, enfin ce qu'on entend à longueur de journée. Et ça, vous l'avez vu dans nos médias. Moi, je ne l'ai jamais vu. Quand je dis les religieux, enfin les islamistes qu'on décrit à longueur de journée dans nos médias, moi, j'en ai jamais croisé, j'en ai jamais vu. Nous, enfin, ceux qu'on connaît, les religieux, ils ont ce rôle-là qui est important. C'est quand ils vont voir des gamins qui font un peu trop de bruit, ils leur disent que voilà, vous dérangez le voisinage, vous pouvez faire moins de bruit, ça arrangerait tout le monde. Dans les médias, on parle aussi de communautarisme. Est-ce que ça, par contre, vous l'avez vu? Est-ce que ces frères Mus, comme vous les appelez, ils sont ouverts à tout le monde ou, bien sûr, ils sont ouverts à tout le monde. Et comme je dis, ils ont un rôle super important. On voit bien, même dans la séquence, quand ce gamin Beu se retrouve avec cette fameuse bavure qu'il a filmée, la seule personne en qui il a confiance, c'est Salah. Donc il se dirige vers Salah et il lui remet la vidéo. Donc il y a quand même une confiance qui est installée entre les religieux et Giordano. Oui, c'est traité avec beaucoup d'ironie. La première scène où on rencontre ces personnages, c'est une scène assez drôle parce que les gamins, on peut le dire, sont saoulés de leur discours. Aussi, et c'est une scène que tu m'as racontée, une scène que tu as vécue. C'est-à-dire que ils vont tout le temps faire du prosélytisme. Ils sont pontifiants, c'est ça. Ils ont un langage de curé, sauf que là, ce sont des images. Moi, c'est des choses que j'ai vécues, je peux en parler. Après, étant gamin, clairement, après, peu importe, que ce soit des religieux ou que ce soit des personnes plus âgées, à partir du moment où il y a une personne qui vient nous faire la morale, entre guillemets, étant gamin, ça nous fait chier. Après, c'est pas une question de religieux ou quoi que ce soit. C'est avant tout, dès qu'on a affaire à l'autorité, étant gamin, tout de suite... Voilà, ça nous embête. Et on voit dans la séquence, quand les religieux viennent pour faire quelque part la morale à ces gamins, oui, les gamins se font chier, ils ont juste qu'une envie, c'est de retourner à leurs activités. Et leur premier réflexe, c'est de fuir. Et je crois que c'est ça, en fait, le sujet du film, c'est quoi une zone de non-droit? C'est quoi un territoire sur lequel l'État s'est retiré? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il n'a jamais été là? Et le film raconte ça. Qui occupe l'espace quand l'État n'est plus là? Mais justement, c'est quand même un problème, parce que c'est ce que j'allais vous dire, Giordano. C'est-à-dire qu'en fait, les frères musulmans sont là. Alors, certes... il y a les dealers, il y a d'autres... Il n'y a pas d'autres présences de l'État, en dehors évidemment des policiers. On leur demande d'être là. Alors, nous, exprès, on choisit aussi les vacances, parce qu'on ne voulait pas... refaire un film sur l'éducation nationale ou sur les gens qui sont réellement extrêmement engagés sur le terrain. Mais le sujet du film, c'est ça. Une zone de non-droit, on a laissé l'espace, qui essaye de contrôler. Et c'est une lutte de pouvoir. Les gitans débarquent, il y a un rapport de force, le maire qui n'est pas le maire de la ville, qui essaye de contrôler la ville, qui est en conflit avec ses frères Mus, qui est en conflit avec les dealers, et qui est en conflit avec les policiers de la BAC. Ça, c'est le cœur du film. Donc oui, c'est ce qu'on met en place. Des gens qui n'arrêtent pas de lutter les uns contre les autres. Et c'est une lutte d'ego, une lutte de testostérone, une lutte de pouvoir. C'est ce que raconte cette scène. Et la toute première est très ironique. Les gamins voient débarquer ces barbus. Leur premier réflexe, c'est de partir en courant. Manque de bol, on les attendait sur l'autre porte. Donc il y a toute cette ironie. Ce sont des souvenirs de Ladj. Il a grandi dans ces quartiers-là, qui sont des quartiers de conflit, en fait, où l'État n'est pas là, d'autres essayent de gouverner. Et puis on va... et entendre un autre extrait de ce film des Misérables où il est question d'un petit garçon qui filme, un petit garçon qui vous ressemble, Ladjdi. Baisse. Ramène ta tête ici, là, viens par là. Alors comme ça, tu me filmes quand je suis dans ma chambre? Non, je t'assure. Tu te fous de ma gueule, tu crois que j'ai pas vu ton drone devant ma fenêtre? Je savais pas que t'étais dans ta chambre. Je savais pas que je suis dans ma chambre, vas-y, donne-moi ton téléphone, fais voir tes vidéos. Dépêche-toi. Donne-moi ton téléphone. Dépêche-toi, Buzz. Mais t'as filmé toutes les filles ou quoi? Oh, mais t'es vraiment pervers, toi, en fait. Je suis choquée. Putain, non, il a filmé Salimata. Oh, la grosse salope. Regarde. Elle est ridicule. Putain, tu vas m'envoyer cette vidéo, je vais trop la cramer, celle-là. Ah, moi aussi, tu me la vois. Et regarde comment elle fait la pute. Non. Ouais, mais je te préviens. Hein.
Moi, je te dis direct, t'as pas intérêt de me filmer, hein, parce que je vais te défoncer. J'espère bien. Écoute-moi bien, Buzz. Tu vas m'envoyer cette vidéo et tu vas effacer toutes les autres, c'est bon ou pas? T'as compris? Tu fais quoi demain? Rien. Rien. Ok. Nous, demain, on a un match, on joue les Intercités au terrain de basket à 10h. Tu peux venir ou pas? Ouais, bien sûr. Tu vas nous faire un film avec ton drone. D'accord. J'ai pas entendu. Ok. Ok, on compte sur toi. T'as intérêt à venir, Buzz, c'est clair ou pas? Ouais. C'est clair ou pas? Ouais. On y va, ici. Vous filmiez les filles quand vous étiez petit, Ladjli? Oui, le personnage de Buzz, c'est un peu, oui, c'est le petit geek, c'est l'œil de la cité, c'est ce petit gamin qui est un peu à part et qui s'amuse à filmer son quartier avec son drone. Et c'est ce que j'ai pu faire moi pendant plus de 15 ans. Il est joué par votre fils dans le film. Il est joué aussi par mon fils dans la vraie vie. Et pour moi, oui, c'était important ce personnage pour avoir filmé ce territoire, pour avoir archivé, pour avoir témoigné. Pourquoi avez-vous décidé de filmer quand vous étiez petit? Parce que c'est pas une activité qui vient automatiquement. Comment ça vous est venu? Il se trouve qu'étant gamin, on a créé un collectif qui s'appelait Courtrajmé avec mes potes d'enfance. Oui, on avait 14 ans, 15 ans, 94. On a créé ce collectif avec Kim Chapiran, Romain Gavras. Donc avant tout, on était des potes d'enfance et on avait cette envie de faire du cinéma. Et vous les avez rencontrés où? Parce que eux, pour le coup, c'était des gens qui avaient des liens avec le cinéma. C'était des oui, mais j'étais ami avec Kim Chapiran, qui lui, ses parents, enfin sa mère a grandi à Montfermeil, ses grands-parents habitaient Montfermeil, donc le gamin, il était dans le quartier, enfin il venait souvent pendant les vacances scolaires, on était ensemble au centre de loisirs, donc le lien il a commencé comme ça, et à partir de quand j'étais ado, j'ai commencé à aller à Paris, et donc de là j'ai rencontré tous ses potes autour, Romain Gavras, Toumani Sangaré. De là, on a créé ce collectif et depuis 20 ans, on reste toujours amis et on essaie de faire nos films. Et c'est un point commun qu'on retrouve ici avec Les Misérables, qu'on a aussi dans tout le travail que tu avais fait sur Courtrajmé, c'est que même quand on travaille sur des sujets assez graves, puisqu'on l'évoque depuis tout à l'heure, le film a quand même une certaine gravité, il y a toujours beaucoup d'humour. Et vous aviez toujours des vidéos assez drôles, il y a toujours eu beaucoup d'ironie. Et ce film-là, qui est assez tendu, avec une forte tension, il y a des scènes très très drôles, enfin, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est assez particulier, parce que les personnages sont constamment dans un conflit verbal, avec beaucoup de ce qu'on appelle des vannes, enfin, ça rit beaucoup en fait dans ce film. Et puis, il y a des scènes extrêmement, extrêmement dures. Et les filles, parce que donc Buzz, il filme les filles au début. Quelle est la situation des filles dans ces quartiers? Elles n'ont pas un rôle de premier plan dans ce film? Non, peut-être pas un rôle de premier plan, mais bon, elles existent. On a différents personnages de filles, notamment ces gamines sur le toit, la commissaire Jeanne Balibar, qui est quand même la chef de cette équipe de la BAC. Il y a la mère d'Issa, qui est un personnage important, fort, qui tient tête à Chris. Donc tous les personnages féminins qu'on a, c'est des personnages qui ont beaucoup de caractère. Après, ça reste un univers plutôt masculin. C'est ce que le film raconte, surtout, c'est beaucoup de rapports de force. Donc oui, les femmes existent, mais elles sont ailleurs. On voit bien avec cette séquence, quand les filles quittent la cité, enfin elles sortent de la cité, elles prennent le bus, elles vont ailleurs. Donc c'est vrai qu'après ça reste un univers plutôt masculin, on va dire. C'est le sujet, c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Le thème, c'est ça, c'est qui gouverne, quelles sont les luttes de pouvoir dans ces quartiers. Et évidemment, c'est plutôt un rapport de force très masculin. Hélas, ça manque de femmes dans ce conflit de qui prend le contrôle de ce quartier. C'est parce que ces types se font cette rivalité qu'on arrive à ces excès, à cette violence, à ce conflit, parce que c'est une bagarre de testostérone. Ça manque malheureusement de femmes dans ces rues, en tout cas dans ce qui est le rapport de force au quotidien. Et on va les retrouver dans le milieu associatif, extrêmement présentes, avec des très belles initiatives de Marseille à toute la région parisienne. Enfin, c'est une implication au quotidien qu'on voit pas beaucoup. C'est vrai que nous, on est en plus dans un film policier, entre guillemets, on peut appeler ça un film policier, donc on a un point de vue qui est celui de ces garçons qui passent leur temps à c'est un panier de crabes, c'est ça le sujet. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de filles dans ce film. Donc c'est un film, c'est une fiction, mais bien entendu, Ladjli, on aimerait avoir votre point de vue sur la politique de la ville. On se dit qu'il y a eu la haine il y a 25 ans, il y a votre film aujourd'hui, on a la sensation que les choses se sont dégradées. J'ai
en revue la haine hier, et donc très clairement, si on superpose vos deux films, c'est une vision plus pessimiste aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses? Est-ce que vous pensez qu'il y a... Pour moi, clairement, il faut une réelle volonté politique. C'est comme ça qu'on fera bouger les lignes. Nous, on a beau crier, on a beau faire des efforts. À notre niveau, on ne fera pas bouger grand-chose. Donc aujourd'hui, ça peut venir que du gouvernement, que de nos politiques, pour moi. Enfin, mais pourtant, on parle tout le temps de la politique de la ville. Oui, mais ça, c'est des grandes annonces. Encore, il y a quelques temps, il y a une annonce sur les quartiers où on allait injecter de l'argent, etc. Enfin... Les annonces, on en a eu des dizaines et des dizaines. Et je prends toujours cet exemple du plan de rénovation urbain, le plan Borloo. Voilà, il y a une nouvelle volonté politique pour faire bouger les choses. Et les choses ont vraiment bougé avec ce plan. Aujourd'hui, la ville de Montfermeil a été transformée. La cité a été détruite. D'un ghetto, on est passé à une résidence plutôt sympa. Ils ont injecté plus d'1 milliard. Là, il y a eu une vraie volonté politique et les choses ont bougé. Et je pense qu'il faudrait faire pareil dans la culture, dans l'éducation. Enfin, je veux dire, c'est surtout une question de moyens et de volonté. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté. On a eu 2005, les émeutes, les révoltes de 2005, qui restent quand même un fait historique. Et il se trouve, depuis 2005, les choses n'ont pas bougé plus que ça. Les choses, j'ai l'impression que les choses se sont empirées. Donc, il serait temps de prendre les choses en main et mettre les vraies mesures et pas nous mettre encore des... Et sur les violences policières ? Parce que c'est l'autre aspect les du violences film. Policières, on le voit bien, les choses, c'est pareil. Les violences policières continuent. Enfin, on a encore cette l'histoire Adama qui va faire plus de 2 ans. C'est la une de Libération soit aujourd'hui. Faite, et 2 ans après, la justice n'est pas faite. Les gendarmes n'ont toujours pas été entendus. Donc on se dit que les bavures continuent à être présentes dans ces quartiers. Ce qui est aussi un petit peu changé, davantage, c'est qu'il y a eu une désillusion. Peut-être que nous, Ladj et moi, on est une génération, on y a cru, puis on a réussi quand même à faire des choses. On voit d'autres beaucoup plus jeunes dans les quartiers qui sont exaspérés, qui ont perdu patience. Et c'est aussi ce qui rend le conflit avec les forces de l'ordre toujours plus acerbe. Et c'est ce qui Mais il est vraiment plus acerbe ? Ah ouais, c'est dans le langage, dans la posture, tout est beaucoup plus... et c'est pour ça que plus viril. Et c'est au moment où il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de discussion, ça devient que des rapports de force. Et avec les rapports de force, on ne règle pas les problèmes. Alors que quand on va à Montfermeil, moi je venais souvent travailler avec Ladj, j'étais honnêtement surpris de retrouver un village. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît la maman d'un tel, tout le monde se salue. Et ça, on le sous-estime, ce côté village d'aller acheter le pain pour quelqu'un, de le ramener pour rendre service. C'est assez en fait touchant, je trouve, toutes ces mamans le matin, quand on est très tôt, qui attendent le bus une demi-heure. Et si tu l'as loupé, c'est sûr que tu as perdu 1 heure de ta journée. Ce côté village est assez émouvant dans ces quartiers. Ladjli, j'ai lu que vous n'aviez pas eu l'avance sur recette, que le film avait été compliqué à monter. Bon, là, c'est un film qui est unanimement salué par la critique. Ça va faciliter le suivant. J'espère. C'est vrai que le film a eu beaucoup de difficultés à Mais monter. Comment vous expliquez cela ? Alors, vous avez dit tout à l'heure, c'est un film qui a une forme inhabituelle. C'est compliqué quand on s'attaque à ce genre de sujet sur les banlieues. Ça n'arrange pas tout le monde. Heureusement que Canal+ et l'Île-de-France nous ont suivis. Mais après, c'est vrai que le CNC n'a pas suivi. Mais après, l'important, c'est que le film existe aujourd'hui et qu'on en est assez fiers. Mais on est toujours étonné qu'on nous reproche d'écrire un film violent. On n'a pas le droit de faire violence. On ne pourrait pas avoir des tableaux comme Guernica. Il faut faire quoi ? Que des choses décoratives, gentilles. La comédie, des choses des comédies, c'est assez effrayant, quoi. On nous reproche ça. Je veux dire, la télévision le fait très bien. Pourquoi est-ce que le cinéma ne peut pas aller dans des sujets plus difficiles ? Ce film existe parce qu'il y a 2 producteurs qui se sont battus. Christophe Barral et Toufik Ayadi, quand on leur dit non, on va pas vous suivre, on va pas vous accompagner sur ce projet, la première chose qu'ils nous disent, mais de toute façon, on va pas toucher au scénario. Ils veulent pas faire le film avec nous, on va le faire différemment. Et ils se sont engagés. Sans eux, ce film n'aurait vraiment pas existé. Il existe, il est très bon, Les Misérables, en salle mercredi prochain.